Espace TV, le 22h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 22h à Conakry, à Foniadou, c'est dans Bardou, précisément à Kissidougou. Merci de nous regarder partout dans le monde et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Évaluer l'impact de la Covid-19 sur la sécurité alimentaire, la production agricole et les moyens d'existence en Guinée. C'est un document rapport concocté présenté par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage en collaboration avec la FAO. Ce document devra permettre au gouvernement guinéen de mettre en œuvre un plan de riposte à la pandémie. Cadre permanent de dialogue en Guinée, enfin la ligne droite pour son ameublement. Dans un communiqué ce lundi, le Premier ministre, en même temps président du dit cadre, invite les parties prenantes à désigner leurs représentants. Si à la société civile l'initiative est saluée, à l'opposition, la méfiance demeure encore. C'est sans nul doute l'événement de l'année dans le monde footballistique. Ça y est, Lionel Messi arrive enfin à Paris. 5 jours après son départ tout surpris de Barcelone, l'Argentin signe à Paris Saint-Germain pour un salaire annuel d'environ 40 millions d'euros. Vous aurez les échos de son arrivée dans ce journal avec notre correspondant Karim Baldé depuis Paris. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. En bref, et pour commencer, après avoir bénéficié d'un régime semi-liberté le 16 juillet dernier, Ousmane Gawal Diallo et Ibrahim Cherif Ba sont désormais autorisés à partir se faire soigner dans le pays de leur choix. C'est une note datant du 10 août, c'est-à-dire ce lundi même, ce mardi, signée du directeur national de l'administration pénitentiaire. Il est aussi précisé dans la note que cette décision s'inscrit dans la logique du respect des droits humains. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, en collaboration avec la FAO, a organisé ce mardi un atelier national de validation de l'étude sur l'évaluation de l'impact de la COVID-19 sur la sécurité nationale, la production agricole et les moyens d'existence en Guinée. Un document qui devra permettre au gouvernement guinéen de pouvoir mettre en œuvre un plan de riposte à la pandémie du coronavirus. Rosaline Gotomonemo, Ibrahim Sorik, 5 Souma. Cet atelier vise à valider un document de travail sur l'évaluation de l'impact de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire, la production agricole et les moyens d'existence en Guinée. Un document qui va servir d'outil de décision au gouvernement guinéen. Cette validation va permettre au gouvernement de la République de Guinée d'avoir un outil de décision qui va lui permettre de faire face aux effets entraînés par la COVID sur les acteurs de la chaîne de valeur alimentaire à la République de Guinée. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est partenaire technique et financier de ce projet de validation. Les enquêtes ont débuté depuis mars dernier sur l'ensemble du territoire national et près de 9 192 ménages ont été touchés. Pour sa réalisation, des enquêteurs ont été formés à l'utilisation de méthodes modernes de collecte de données sur tablette. À l'issue des travaux de collecte de différentes données, un atelier national a été organisé le 27 mai dernier pour la restitution des résultats bruts et des enquêtes. C'est le document issu de cette première phase qui fait l'objet de cet atelier d'examen et de validation qui nous réunit aujourd'hui. Le représentant par intérim de la FAO invite les participants à accorder de l'intérêt à ces travaux de validation. Il réitère la disponibilité de son institution à accompagner le gouvernement guinéen dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce faisant, je voudrais donc vous inviter à participer activement aux travaux afin de permettre par la suite à la Guinée d'élaborer des projets et programmes bancables en vue d'une relance des activités économiques pendant et après la COVID-19. Et je puis enfin vous assurer de la disponibilité de la FAO à œuvrer auprès du gouvernement guinéen dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et la pauvreté en milieu rural. Pour la collecte des données primaires,
l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires et le Bureau d'études Géopôle ont été recrutés. Et un consultant national a également été recruté pour les données secondaires. Tout semble bien parti pour le fonctionnement du cadre permanent des dialogues politiques et social en République de Guinée. Après plusieurs mois d'attente, le Premier ministre invite enfin les parties prenantes à désigner leurs représentants et suppléants. Si la question est traitée avec méfiance avec certains membres de l'opposition, elle est bien reçue et perçue par ceux de la société civile. Ils estiment toutefois que les partis doivent être situés sur les tenants et aboutissants du cadre. Fatoumata Bintabari, Yacouba Traoré. Ce cadre de dialogue pourrait être un moyen pour la Guinée de sortir de l'ornière si seulement les personnes désignées et des débats francs se tenaient sur les vrais problèmes du pays, souligne cet acteur de la société civile. Il faut qu'on chasse dans ce cadre de dialogue, ce présent dialogue, qui ne doit pas être un simple dialogue aussi sur les humeurs politiques, mais sur les problèmes. Donc, nous devons avoir des thèmes de référence qui définissent carrément sur quoi nous allons débattre, de quoi il s'agira et comment ça va se faire. Nous voulons en un mot, quelle est la finalité de ce travail? Est-ce que ce cadre de dialogue nous permet de revoir le passé douloureux récent que nous avons et en même temps aussi des perspectives? Donc il faut qu'il ait une lisibilité comme ça pour le cadre. Même son de cloche sur ce temps politique. Alpha Oumar Taran Diallo estime que son bord politique a une préoccupation majeure qui concerne les prisonniers politiques. Cette préoccupation serait un moyen pour le gouvernement de favoriser le dialogue. L'élargissement de tous qui sont détenus pour leur opinion, pour leur opposition au troisième mandat. Et nous avons aujourd'hui beaucoup d'entre eux qui sont malades. Donc nous, notre préoccupation première, c'est la libération de ces détenus politiques, qu'ils soient des partis politiques, qu'ils soient de la société civile ou des journalistes. Voilà la préoccupation première. Et voilà ce qui aurait pu être un gage de bonne volonté du côté du gouvernement pour aller à un dialogue sincère, inclusif, capable de sortir la Guinée de la crise. Certes, les Guinéens traversent une crise sans précédent, mais elle peut se tirer d'affaire. Pour ce faire, ces hommes préconisent. La gouvernance actuelle a tout l'intérêt à ce que les gens soient rassurés que c'est un dialogue qui est là pour essayer d'aborder nos problèmes communs, pour essayer de ramener les Guinéens à avoir une direction commune. Et l'opposition aussi de l'autre côté doivent savoir, à l'heure là, avec le contexte Covid, avec déjà la vie très chère, il n'y a aucune autre option qui pourra permettre à l'opposition de faire prévaloir ses revendications, sinon que le dialogue. Nous avons besoin d'apaisement. Nous avons besoin de volonté politique qui montre que le gouvernement et le président de la République veulent qu'il y ait vraiment amorce de dialogue sérieux. Ce cadre de dialogue a été institué par décret le 27 janvier par le président de la République, ce pour décrisper la situation politique. Fatoumata Bintabari, il faut dire qu'au même moment, c'est une nouvelle plateforme qui naît dans le paysage politique guinéen. Il s'agit bien du cercle de réflexion et d'action stratégique créé il y a quelques semaines par des leaders politiques, notamment Dr Faya Milimono et Paul Moussa Diawara. Ce cercle ambitionne de se positionner dans la prévention des crises en Guinée. Nos reporters Aminata Massiri Bangoura et Aboubakar Dine Kamara ont rencontré l'un des membres fondateurs. Il s'agit bien de Patrice Kourouma. Pour plus de précisions. Il s'agit du CRAS, entendez Cercle de réflexion et d'action stratégique. Cet espace de concertation a été mis en place pour échanger autour de l'ensemble des sujets brûlants du pays afin de prévenir les crises. Dr Faya Milimono, Paul Moussa Diawara et moi-même avons pris l'initiative de mettre ce forum, cet espace de concertation en place pour échanger sur la situation économique, sociale, culturelle, politique autour des thèmes majeurs qui concernent les Guinéens, d'où qu'ils résident.
Depuis la création de ce cercle, une question brûle les lèvres à tous les niveaux. Elle tourne autour de l'appartenance ethnique des membres fondateurs. Mais Patrice Kourouma rassure et annonce d'ailleurs que le CRAS est ouvert à tous. Il n'a rien de communautaire pour une simple raison. C'est un espace où, comme je vous l'ai dit tantôt, on discute sur des thèmes majeurs qui préoccupent les Guinéens d'où qu'ils résident. Il est vrai, il y a une heureuse coïncidence que Dr Faya, Paul Moussa Diawara et moi-même soyons issus de la même ethnie. Mais comme vous comprenez très bien, nous avons chacun son idéologie. On transcende nos clivages politiques, on transcende nos idéologies. Et le cercle, lui, transcende tout ça. Le cercle rassemble tous les Guinéens d'où qu'ils résident. Parlant du cadre permanent de dialogue politique récemment mis en place, ce membre du CRAS soutient qu'il va atteindre les objectifs assignés. Moi, je suis sûr que ce cadre permanent mis en place va aboutir pour une simple raison. La personnalité qui a été désignée pour diriger ce cadre est une personnalité incontestée. Et deuxièmement, je sais aussi que les acteurs politiques de tous bords vont avoir de la hauteur. Parce qu'il faut d'abord penser aux Guinéens. Ils vont prendre de la hauteur pour participer à ce dialogue. Le cercle de réflexion et d'action stratégique est composé, entre autres, de la coordination des fédérations étrangères, la coordination des groupes thématiques et la coordination nationale. Il entend impliquer des cadres guinéens en vue de discuter et trouver des solutions concrètes face aux crises du pays. Va-t-il réellement relever ce défi? La question pour l'heure reste posée. Autre fait de l'actualité, stage prolongé dans l'administration guinéenne, la RTG Boulbiné semble être dans la danse. Les journalistes ont exprimé leur colère suite à des recrutements qu'ils qualifient de sélectifs. Certains ont fait plus de 10 ans, disent-ils, sans être pris en charge. Le ministère de l'Information et de la Communication, quant à lui, s'est réjoui au même moment d'avoir obtenu l'aval du président de la République pour un nouveau recrutement. Mamoudou Boulere Diallo et Aboubakar Din Kamara. Dans le but d'intégrer la fonction publique, des jeunes Guinéens passent de longs stages, parfois sans succès. À la RTG Boulbiné, ces stagiaires ont constaté du favoritisme dans le recrutement ces dernières années. Le premier recrutement, ça a été fait en 2014 et le deuxième, ça a été fait en 2020. Et parmi la liste de ces deux recrutements, aucun stagiaire qui travaille sur le terrain de 2010 jusqu'à nos jours n'a retrouvé son nom sur la liste de ces différents recrutements. Le directeur national des services de communication et de partenariat avec la presse privée au ministère de l'Information et de la Communication parle d'une incompréhension. Il reconnaît tout de même que les 3 mois de stage renouvelables une fois ne sont pas forcément respectés dans l'administration guinéenne. Et malheureusement, au sein de la fonction publique dans notre pays, une fois que quelqu'un intègre le stage, on ne le libère plus, sauf si la personne décide de partir. Donc c'est ce qui fait que dans des départements, vous verrez des gens qui ont fait 10 ans, plus de 10 ans, moins de 10 ans, ils ont toujours le statut de stagiaire. Moi qui vous parle, j'ai fait 3 ans et demi à la radio nationale. J'avais le statut de stagiaire. Quand j'ai vu que ma situation n'évoluait pas, j'ai quitté. Bonne nouvelle, informe les autorités du département de tutelle. Le directeur national des services de communication et de partenariat avec la presse privée demande un peu de patience aux stagiaires qui attendent depuis des années. Depuis maintenant 1 mois environ, je crois, le président de la République a donné son aval pour que le ministère de l'Information et de la Communication fasse un recrutement. Parce que le ministre a plusieurs fois posé le problème, surtout des stagiaires qui sont à plus de 300, je crois, au niveau de la RTG et au niveau aussi du quotidien national Horea. Donc le président, il a décidé, il a donné les instructions au ministère de la fonction publique de voir avec le ministère d'organiser un test de recrutement. Et aujourd'hui, les ressources humaines sont en train de travailler avec les différents services pour faire l'état des lieux au niveau d'abord des différents services, quelle est la situation et quels sont les besoins pour que ce test de recrutement puisse être organisé. Le directeur national des services de communication et de partenariat avec la presse privée
invite les stagiaires concernés à garder la sérénité et à s'apprêter pour passer le test de recrutement. Un test au cours duquel les nombreux stagiaires redoutent un traitement de faveur pour faire intégrer des personnes inconnues. Transportons-nous à présent dans nos différents quartiers, notamment à Bessia. La construction anarchique, un véritable problème dans l'urbanisation de Conakry. À Bessia Port 2, dans la commune de Matoto, un citoyen qui serait un haut cadre de l'État construit sur un canal d'évacuation des eaux de ruissellement. Conséquence aujourd'hui, plusieurs familles sont victimes d'inondations. Le dernier cas en date, c'était le 28 juillet dernier. Mamadou Kalisso, Lamine Silla y ont fait un tour. Suivez le reportage. Ce canal permettait d'évacuer les eaux de ruissellement du quartier Bessia Port 2. Un citoyen a réduit drastiquement le caniveau pour élargir sa concession. Le 28 juillet dernier, ses voisins ont payé les frais de cette anarchie. Vous voyez comment l'eau inonde? Oh putain! Oh putain! Vous voyez? Non, c'est pas maintenant. Vous voyez? C'est pas maintenant. L'eau a inondé par là. Vous voyez? Il a fallu la mobilisation des voisins pour éviter le pire. Pour la première fois, quand il a voulu faire l'investissement là ici, ce jour-là, notre chef de quartier était là, nous tous on était là. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit. Mais comme si le Guinéen a l'argent, il n'écoute personne. Il a profité de sa position pour pouvoir faire ce qu'il veut faire. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est ça les conséquences. Ces différentes familles sont aujourd'hui sur le qui-vive. Elles interpellent l'État. C'est une journée horrible pour nous, car le monsieur a fermé l'eau, a fermé le passage de l'eau. Parce que nous sommes là il y a 40 ans, mes parents sont là il y a 40 de cela, mais cela ne s'est jamais produit. Nous voulons dire à l'État de nous aider de ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus. Parce que vu un tel cas, si ça s'est passé la nuit, il y aura des pertes humaines. La directrice communale de l'habitat s'est rendue sur les lieux pour faire le constat. Des croix ont été tracées sur les parties à démolir par le propriétaire dans l'intervalle de 3 jours. À défaut, l'État s'en chargerait. Mais une semaine après, rien n'est encore fait et les menaces sont patentes. Le monsieur certainement estime qu'il est au-dessus de la loi, que lui, il n'a pas besoin de respecter la loi. Mais nous comptons sur l'État, sur le fait que personne n'est au-dessus de la loi et que nous ne pouvons pas retenir l'eau qui va tomber, les pluies qui vont tomber. Voilà, donc nous espérons que l'État y fera face. D'après des informations collectées sur place, celui qui a obstrué ce canal d'évacuation serait un haut cadre du ministère de l'Habitat. Si cette information s'avère, ça nous permettra d'actualiser la célèbre citation de l'écrivain guinéen Thierno Monenembo qui dit, je cite, « Eux qui doivent être la solution, ils ne le sont en rien. C'est plutôt eux le problème à la lumière de la vérité. » Pratiquement un cas similaire, c'est à Dubreka, plus précisément à Fireima, où des jeunes cherchent à agrandir leur cimetière. Seul problème que le cimetière se trouve entre les concessions et que l'extension cause préjudice à certains propriétaires de domaines. Mamadou Saliouba s'est intéressé à la question, suivez son reportage. À plus de 30 km de Conakry, voici le secteur Firema, à la limite entre le quartier Tanene et Dar es Salaam, dans la commune de Dubreka. Ici, depuis quelques jours, un cimetière est en train de s'élargir. Le voici, un domaine de moins de 400 mètres carrés qui, aux yeux du président du conseil de quartier de Tanene, ne doit plus servir de cimetière. J'ai intervenu là-bas. Maintenant, ce n'est pas la peine même de venir enterrer les gens ici. Ce n'est pas la peine. Parce que la partie vide qui est là, c'est petit. J'ai au moins de 2 hectares et demi qui se trouvent au secteur 1. J'ai dit maintenant aux gens, tout le monde, de venir là-bas pour enterrer. Mais pour certains habitants, cet autre cimetière à proximité de la montagne est très éloigné. Alors, le dimanche dernier, ils ont élargi ce deuxième cimetière en mettant à terre les murs d'un bâtiment en construction qu'ils considèrent être dans la zone. Mais ils ne se sont pas limités là,
Certains jeunes auraient même voulu entrer dans un autre domaine. C'est nous qui avons défriché ici. Lorsqu'on a fini, les gens ont démoli cette maison. Après, ils sont venus s'attaquer à notre mur. Ils l'ont poussé, je leur ai dit d'arrêter. Leur chef a donné l'ordre de stopper, mais il a dit qu'ils vont revenir plus tard pour le faire tomber. Cette manœuvre consiste-t-elle à récupérer les terres des mains de leurs propriétaires? Nous avons voulu savoir qui a donné l'autorisation de casser les murs. Mais aucun des responsables des deux quartiers ne saurait d'où est venu l'ordre. J'ai fait appeler mon chef-serviteur qui est à la limite là-bas. Je l'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit que franchement, il savait que les gens venaient pour défricher la partie. Mais il ne savait pas que si ceux qui ont fait tomber le mur. Je dis, ce n'est pas la peine de dire ça, que même il n'a qu'à faire défricher la partie. Parce que je vous ai une fois dit que là-bas, ce n'est pas la cimetière. Le propriétaire des lieux a déjà remporté un procès pour le même domaine qu'il dit avoir acheté hors lotissement en 2012. Cette fois encore, il se dit prêt à défendre coûte que coûte son domaine. À présent, dans nos rues de Conakry, l'état de dégradation des routes de Conakry passe désormais des commentaires et la situation devient de plus en plus inquiétante pour les usagers. C'est le cas de ronds-points de Kisoso et de Sangoya. Dans la commune de Matoto, les voiries sont difficiles à pratiquer par les automobilistes. La situation est souvent à l'origine des embouteillages monstrueux et des accidents de la route. Nos reporters Fodé Ibrahima Bangoura, Mamadou Sirebari et Ibrahima Sori 5 Souma y ont fait un tour. L'élément est rendu en studio par Ali Badara Kamara. Nous sommes à Kisoso, dans la commune de Matoto, en plein centre-ville de la capitale guinéenne. Ici, l'on s'imagine presque en rage campagne. À quelques microns du rond-point, des nids de poules, une longue file de véhicules, des automobilistes qui impatientent. Chacun veut passer en premier. La route à ce niveau ne facilite pas les choses puisqu'elle est impraticable à cause de sa dégradation très poussée. Non loin de là, le rond-point de Sangoya. La même scène se présente également. Ces deux carrefours situés à quelques mètres l'un de l'autre constituent un vrai casse-tête pour les usagers de ce tronçon. Actuellement, là, avec les cailloux là, qu'ils ont mis là-bas, là, vraiment, nous sommes en train de fatiguer. Même si vous voyez le problème des tronçons dans les routes, c'est au travers de ça. Il y a beaucoup d'accidents ici à cause des trous. Des gens se sont fracturés des membres lors de ces accidents ou des voitures qui tombent au milieu du rond-point. Tout cela parce que la route est impraticable. Les embouteillages sont énormes et nous souffrons. Pour réguler la circulation à ce niveau, des agents de la police routière, souvent, ils sont débordés par des événements. Pour cet agent, en plus de la dégradation, il y a aussi l'indiscipline de certains automobilistes. Ici, il n'y a pas la route, c'est comme regardez, c'est pas bon. Même vous avez vu, il y a des chauffeurs aussi indisciplinés. Quand vous vous dites garer, ils se offensent, ils te bougent n'importe comment. Quoi. Les voiries urbaines sont dégradées à plusieurs autres endroits à Conakry, en dépit des travaux de réhabilitation lancés par le ministère des Travaux publics. Avec la tombée des grandes pluies, si rien n'est fait à ces deux endroits, la situation risque d'aller de mal en pire. Direction à présent dans la cité de Mangakindi Kamara. À Kindia, les services s'activent à restaurer le couvert végétal pour éviter à la longue le changement climatique. Ce mardi, le Centre de recherche et de documentation environnementale de la Basse-Guinée a procédé à une séance de reboisement sur le site du voile de la Mariée dans le district de Bendougou. Cette cérémonie a été présidée par le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Kindia, au nom bien sûr de M. le Préfet. Reportage Aboubakar Silla, Gibril Kamara. Cette partie du voile de la Mariée est située dans la forêt classée de Kombitidi, une forêt classée depuis 1942
avec une superficie de 1500 hectares. Mais aujourd'hui, au regard des actions anthropiques de l'homme, cette partie du voile de la marée n'est plus comme avant. L'environnement est complètement détruit. Pour restaurer donc le couvert végétal afin d'éviter dans les prochaines années le réchauffement climatique, les responsables du Centre de recherche et de documentation environnementale de la Basse-Guinée CREDEB ont initié cette activité de reboisement sur le site. Une activité qui a connu la participation de plusieurs autorités locales. Il y a lieu de se réjouir de l'activité qui est en train de se dérouler sur cette partie du voile de la marée. Je voudrais les encourager au nom de Monsieur le Préfet. Je voudrais les féliciter et les exhorter à continuer davantage. Ce mardi, plus de 1000 jeunes plants de Mélina arborea ont été plantés par les cadres du CREDEB et ceux de la section préfectorale des eaux et forêts qui appuient techniquement les responsables du centre de recherche pour la réalisation de cette campagne de reboisement. Le choix n'est pas fortuit. Reboiser cette zone contribue aussi à garder cet équilibre hydrique dont Kindia porte le nom depuis. Selon les cadres du service de la section préfectorale des eaux et forêts qui assure la supervision technique de cette activité de reboisement, le Mélina qu'on reboise est une plante à croissance rapide. Reboiser 3 hectares au total est l'ambition des initiateurs de cette campagne de reboisement. L'objectif, c'est quoi? Nous voulons créer des puits de carbone. Scientifiquement, nous savons que c'est les arbres qui absorbent le dioxyde de carbone, n'est-ce pas, produit dans les cités. Nous savons aussi que ce dioxyde de carbone est très nocif à l'ozone, notre couche protectrice. À l'endroit de la population, le directeur du CREDEB fait une invite. La population riveraine sache qu'elle doit s'occuper de ces plans-là, qu'elle doit chercher à les sauvegarder, parce que c'est pour elle que nous faisons ce travail. Restaurer le couvert végétal pour éviter à la longue le changement climatique est l'ambition de tous les services aujourd'hui. Mais le plus souvent sur le terrain, certains détails aussi importants sont omis par les initiateurs, d'où cette recommandation du directeur. Le conseil, le service des eaux et forêts, a intégré dans le processus de reboisement, n'est-ce pas, des espèces fruitières, dans le but de faire revenir, n'est-ce pas, les oiseaux, les petits animaux. Pour la croissance rapide de ces jeunes plants, les initiateurs promettent d'y veiller. De Kindia à Koubia, la seule station-service de Koubia dans la région de Labé est dans un état de délabrement très total. Depuis la Première République jusqu'à nos jours, c'est la seule station-service qui approvisionne les populations de cette localité en produits pétroliers. La station-service, vous allez le comprendre, nécessite une rénovation totale afin de mettre fin aux risques dont sont exposées les populations. Le reportage est signé André Mossier-Milimono et Aliouba de retour de Koubia. Voici la seule station-service de la ville de Koubia. Elle date de la Première République. Hormis qu'elle soit le seul endroit où les populations de cette localité s'approvisionnent en carburant, cette station est dans un état de délabrement poussé. C'est une station qui est faite depuis le temps ONA. Et ça, c'est dans les années 70. Bon. C'est le préfet de Koubia qui a rénové la station. Sinon, c'est une station qui ne fonctionnait pas depuis des années. Donc, il a pu rénover ça pour que ça continue et pour aider la population de Koubia à avoir le carburant. Les pompistes sont parfois obligés de recourir à la voie manuelle pour faire fonctionner les pompes. Selon le chef de station, il y a eu dans le passé quelques citoyens qui ont tenté de construire de nouvelles stations, en vain. D'autres ont pensé de créer une autre station. Déjà, ils ont mis la cour, ils ont commencé, mais je ne sais pas qu'est-ce qui les a découragés. C'est arrêté comme ça, on ne sait pas pourquoi. Mais depuis lors, on n'a pas compris pourquoi, qu'est-ce qui les a empêchés de faire une seconde station. Du côté de la mairie de Koubia, on nous a fait savoir que d'autres démarches sont en train d'être menées pour que la ville puisse être dotée d'une station-service digne de nom. La station qui est là, comme vous l'avez dit, c'est aussi une station qui a été construite au temps de la Révolution, à l'érection de Koubia en région administrative. Ça, c'est en 1975. Depuis lors, la station-là existe. Elle n'a pas été modernisée. On l'exploite. On est en train de mener des démarches. L'autorité préfectorale communale, auprès de nos ressortissants,
qui ont des moyens pour nous permettre de nous construire une station digne de ce nom. Pour l'heure, les riverains continuent d'être exposés aux risques liés à l'emplacement et à la vétusté de cette station-service. Parlons culture à présent. Les artistes, musiciens, comédiens étaient en conclave ce lundi à Conakry, ici même. Il a été question de discuter des impacts de la pandémie de la Covid-19 sur leur secteur d'activité. Étranglés par les mesures restrictives, ces hommes de culture n'en peuvent plus et demandent au président de la République d'alléger les mesures pour la reprise de leurs activités. Marissa Camara commente les images de Mohamed Bangoura. La présence du coronavirus dans le monde depuis bientôt 2 ans a bouleversé plusieurs secteurs d'activité. Le monde de la culture a été particulièrement impacté par la Covid-19 à travers l'interdiction des regroupements, ce qui réduit drastiquement les revenus des artistes qui pourtant vivent de leur art. Les artistes, c'est des rassembleurs. Les artistes, c'est des éducateurs, c'est des imams. Nous avons une mission, nous les artistes, c'est de passer par tous les moyens. Quand il s'agit de la promotion, nous passons tout quand ça ne va pas dans notre pays, c'est aux artistes de réunir les gens, de conscientiser, de donner des conseils, prodiguer des conseils aux gens. Le rôle d'un artiste est de sensibiliser et apaiser la population, note un membre de l'Union des artistes guinéens. Malgré les difficultés qu'ils traversent suite à l'arrêt de leur activité, ces hommes de culture ne lâchent pas prise. Ils demandent au président de la République de les associer dans la sensibilisation des populations sur les gestes barrières à travers leur musique. Inviter le chef de l'État à impliquer les artistes dans la politique de la lutte contre le coronavirus. Mais également inviter l'ANSS à associer les artistes au plan d'action de lutte contre le coronavirus. En quoi faisant? En mettant des budgets à leur disposition pour que les artistes dans toutes les langues nationales du pays peuvent s'impliquer pour sensibiliser la population afin de se faire vacciner, mais aussi de respecter les consignes sanitaires. Aujourd'hui, nous souffrons, c'est vrai, mais il faut accepter pour qu'on puisse arriver à un bon résultat. Ça, la patience, c'est pas bon, il faut la patience. Nous souffrons, franchement, c'est la vérité. Ce que nous mangeons, c'est un problème. Les hommes et femmes vivent de la musique pour subvenir aux besoins de leur famille. Plusieurs d'entre eux tirent déjà le diable par la queue. Tous les secteurs marchent en Guinée, sauf le nôtre. Il n'y a ni spectacle, ni mariage. Comment allons-nous nourrir nos familles dans cette situation, alors que les fonctionnaires travaillent régulièrement? Parmi les recommandations issues de cette rencontre des artistes, ils invitent l'ANSS de les associer dans leurs différentes campagnes de sensibilisation pour rendre plus efficace la lutte contre le Covid-19 en Guinée. Je vous le disais, en titre, sport à présent et partons à Paris où Messi est arrivé ce lundi. C'est un événement foot de l'année. La légende Lionel Messi débarque à Paris. L'Argentin, aux 6 ballons d'or, s'engage avec le Paris Saint-Germain sans indemnité de transfert, mais avec un salaire autour de 40 millions d'euros, je vais dire, par an. 5 jours après son départ inattendu du FC Barcelone, où il a passé 20 ans, il était attendu tel un véritable Messi dans la capitale française. Le récit d'une journée hors norme avec nos correspondants Karim Baldé et Louis Descroix. Une journée inoubliable pour les centaines de supporters, des milliers de supporters du Paris Saint-Germain à travers le monde et notamment ici devant l'antre du club au Parc des Princes. Il faut dire que Lionel Messi au PSG, ça semblait encore incroyable il y a quelques jours et pourtant c'est devenu réalité. Cet après-midi aux alentours de 15h30, le jet privé amenant la star argentine est arrivé à Paris et derrière il a suivi des examens médicaux, c'est la tradition avant tout transfert, puis il va s'engager officiellement avec le Paris Saint-Germain. 34 ans, sextuple ballon d'or, plus de 600 buts avec le Barça, bref, c'est une légende du sport qui arrive ici et ça laisse encore certains supporters incrédules comme ceux qu'on a rencontrés plus tôt dans la journée. Ça semble toujours incroyable, c'est une opportunité unique autant pour le club que pour la Ligue 1 de manière générale et non, ça va juste être incroyable. Symboliquement, c'est quand même une grosse valeur.
voire même ça a plus de valeur, je pense, que si ça avait été Ronaldo par exemple. Ronaldo, il y a encore ce côté, il a été un peu partout, mais vraiment Messi n'a fait que le Barça. Et le fait de faire que le Barça et puis ensuite d'aller venir chez nous, ça a cette petite saveur là en fait. C'est un peu spécial. Tout le monde ici est excité à l'idée de voir la star argentine. Demain, conférence de presse du joueur en fin de matinée. Et le verra-t-on sur le tapis rouge du Parc des Princes juste derrière moi. En tout cas, les supporters seront encore une fois très nombreux ici devant l'entrée parisienne pour saluer ce champion, cette légende qui arrive donc au Paris Saint-Germain. T'as tout dit, voilà. Merci. Merci donc à Karim Baldé pour cet élément. Depuis Paris, la Guinée prendra part à la 18e édition des Jeux olympiques et paralympiques prévus du 24 au 5 septembre à Tokyo. À quelques jours du démarrage de ces Jeux, les deux athlètes qualifiés à cette compétition internationale ont entamé les préparatifs dans la matinée de ce mardi. C'est au stade général Lansana Conté de Nongo que cette première séance d'entraînement a eu lieu. Les deux athlètes qualifiés à cette compétition internationale comptent dignement représenter le drapeau guinéen. Mohamed Sissé, Tcherno Sadouba. Pour la 4e fois de son histoire, la Guinée participera aux prochains Jeux paralympiques avec notamment 2 ambassadeurs. Pour mieux aborder cette compétition exclusivement réservée aux personnes à mobilité réduite, les 2 représentants de la Guinée ont d'ores et déjà commencé à mettre en place les derniers réglages avant de rallier Tokyo. Les responsables de l'instance paralympiade restent optimistes du niveau de préparation de leurs protégés. Voilà, mais il faut dire que le comité a mis le paquet. Donc pour arriver à un résultat satisfaisant à Tokyo, tout ce que vous pouvez voir maintenant, les athlètes sont regroupés. Donc ils sont dans un appartement bien équipé, donc hyper. Où ils se sentent bien, donc tout est pris en charge et en compte maintenant par le comité national paralympique, de la nourriture en passant par les soins médicaux, voilà, et même en passant par les visites médicales, parce qu'ils passent souvent au niveau de l'hôpital. Donc il y a un médecin spécialisé en médecine de sport qui est à côté ici. Donc sur la base de ces éléments et sur la base des temps qu'ils sont en train d'améliorer chacun, donc nous pouvons dire que l'espoir est permis et que la Guinée peut rêver cette fois-ci. L'entraîneur se veut également confiant quant au niveau de préparation de ces 2 athlètes. Le maximum que possible. Et actuellement, au niveau de Kadiatou Bangoura, que j'entraîne personnellement, elle est à 95% d'entraînement. Les temps sont à 95% au niveau des entraînements. Bakou, qui vient d'arriver de la France, bon, j'ai eu à échanger avec son entraîneur qui m'a envoyé personnellement la suite du programme auquel il travaillait en France. Et c'est sur l'instruction là que je suis. Lui, personnellement aussi, il est à entre 90 à 94% d'entraînement. Et vraiment, le niveau d'entraînement de nos athlètes, c'est prometteur quand même. Oui. Les conditions n'ont certes pas été faciles. Kadiatou Bangoura, qualifié sur 200 et 400 mètres, et Bakoutoubou Dambakate sur 100 mètres, ont dû mettre les bouchées doubles afin de valider pour la première fois de l'histoire de la Guinée cette qualification aux Jeux paralympiques, puisque la Guinée a toujours été invitée. C'est pourquoi ils comptent tout de revenir avec des médailles à l'issue de cette compétition. À ce moment, les préparatifs, ça va très bien. Parce que je suis quitté à Afrika avec un temps que je dois partir pour accomplir. En effet, je n'ai pas pour faire encore une autre victoire qu'aucun athlète guinéen n'a pu faire. C'est ça qui est mon objectif. Voilà, c'est un autre enjeu. Là, l'objectif, c'est de représenter le pays. L'objectif, c'est de donner une autre image de la Guinée. L'objectif, c'est de rendre fier la Guinée. Donc, si on peut faire des sacrifices et perdre des avantages qu'on avait en équipe de France, moi, sincèrement, ça ne me dérange pas. Maintenant, j'ai 30 ans, j'ai envie d'offrir ce que je peux à la Guinée. Pour rappel, Kadiatou Bangoura qualifié dans 2 catégories différentes à ces Jeux paralympiques, notamment les 200 et 400 mètres, va faire son entrée en compétition le 27 août 2021. Quant à Bakoutoubou Dambakate, il compétira le 30 août prochain sur 100 mètres et saut en longueur. Et pour terminer, le club industriel de Kamsara a officiellement présenté ses nouvelles recrues en perspective de la saison prochaine. Maléa Kamara est le meilleur buteur du championnat et l'âge Abdourahmane Ba quitte définitivement le club. D'autres joueurs sont attendus dans les prochains jours. C'était en faveur d'une conférence de presse. Le contrat lui est signé
Paul Faté Atunkara et Mohamed Bangoura. Si le CIK a fini la saison avec 34 joueurs, le club de Mathurin Bangoura n'en dispose que 16 actuellement. Il y a donc eu une véritable épuration de l'effectif. Le secrétaire général a fait le point du club et présenté officiellement les nouvelles recrues. Maintenant, face à cette situation et face aussi à la nécessité de renforcer l'équipe, on a pu recruter 2 gardiens, on a pu recruter 2 défenseurs, on a pu recruter 3 demi, on a pu recruter 2 attaquants. Et au jour d'aujourd'hui, avant qu'on ne termine le recrutement, vous avez constaté qu'il y a ici 9 et nous nous attendons la semaine à venir à l'arrivée de 2 autres. Comme toutes les années antérieures, le CIK vise le titre de champion. La marche sera certes haute, mais les moyens ne feront pas défaut. Nous visons le championnat, la première place, et aussi aller représenter le drapeau guinéen pendant les ligues champions africaines. Donc ça sera avec beaucoup de travail. Elhadj Abdourahmane Ba voyait plus loin que le bout de son nez après une saison stratosphérique marquée par 22 réalisations. Objet de plusieurs convoitises en Guinée et ailleurs, l'attaquant dont l'option de prêt n'a pas été levée est retourné à l'Académie Sainte-Marie. Le secrétaire général affirme qu'il n'est plus un joueur du CIK. Parce que vous avez beau voulu, si le joueur ne veut pas, vous ne pouvez pas. Mais ce qui est évident, le CIK, je le dis sous le contrôle du manager, ce que nous avions pu faire, c'est d'approcher l'académie pour voir objectivement quelle est la position du joueur. Mais si vous ne l'avez pas vu dans l'effectif, c'est parce que jusque-là, les démarches sont restées. Mais son départ ne va pas influencer négativement. Mandjou Diallo est venu prêter ses services au CIK en attendant le retour des vacances de Daniel Breyard. Pour l'heure, il n'est ni entraîneur du CIK, encore moins son adjoint. Mandjou Diallo va donc démarrer la reprise des entraînements avant le retour de Daniel Breyard. À l'instar du Orea AC, le CIK évoluera sur 3 tableaux la saison prochaine, à savoir la Ligue 1 Salam, la Ligue des Champions et la Coupe de la Ligue. Voilà, Paul Faté Atunkara, merci pour cet élément de reportage. Merci à vous, aimables téléspectateurs, de votre attention. Merci à la technique, à la réalisation, Mamadou Saïdou Baldé. Merci à tous et au revoir.